Ecco bene. Mi è stato chiesto di parlare francese, dunque se non ci sono contrordini parlo francese e se qualcuno poi vuole intervenire in italiano possiamo, oltretutto capisce, dunque non devo neanche tradurre. Bon, alors, brièvement, pourquoi je suis là il faudrait le demander aux organisateurs, mais j'ai donc quelques expériences, je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même suivi pendant plusieurs années, décennies, le Moyen-Orient. Récemment, je suis allé en Irak et en Syrie ces dernières 3 années et en Afghanistan. Là, dans cette carte, vous voyez ce qu'on a appelé au début du XXe siècle le croissant fertile. Donc le golfe Persique, on monte vers la Turquie, on descend du côté du Liban, Israël, Égypte, la mer Rouge. C'est un lieu historique naturellement, c'est le début des civilisations, les Assyriens, Babyloniens, etc. La région de Mossoul, qui va être traitée ce soir par Yves Hubelmann, parmi d'autres régions, a été le berceau de la civilisation, on peut sûrement le dire, de l'agriculture, etc. Donc c'est l'empire, le premier grand empire de l'histoire, l'empire assyrien, avait cette capitale, Mossoul, Ninive, donc c'est la grande plaine de Ninive qu'on retrouve dans la Bible aussi. Et puis, vous voyez, il y a continuité, il y a une frontière là, mais en gros, c'est la même région. Entre l'Irak et la Syrie. Donc vous voyez Mossoul là, puis on va vers donc sur le Tigris, on va vers l'Euphrate, on retrouve Raqqa, Al-Raqqa, puis Alep, on descend Damas, et c'est les régions donc de la Grande Guerre, des grandes guerres de ces dernières années. Et c'est là où malheureusement on voit un panorama qui est pratiquement uniforme, c'est-à-dire destruction, destruction, destruction. Je peux témoigner que ce n'est pas une invention des journalistes. Malheureusement, c'est un panorama désolant, avec beaucoup de victimes. Et parmi les victimes, je dirais aussi, elle est bien culturelle. Ce qui n'est pas un détail, parce qu'au fond, ce qui était détruit, c'est aussi la beauté, la mémoire et la beauté. Donc les murs de Ninive, par exemple. À Mossoul, on verra la grande mosquée Al-Nouri, qui était un chef-d'œuvre du XIIe siècle. Si on va à Raqqa, où il y a en ce moment qui est occupé par les forces arabo-kurdes, il y a une très forte destruction. Alep, on verra ça, Alep a été à moitié détruite, aussi par les bombardements en particulier. Et puis Homs, Damas, toute la périphérie de Damas, c'est un champ de ruines, etc., etc. Donc, deuxième image, juste pour vous dire la situation actuellement, avant de donner la parole à l'expert. C'est une carte qui a été publiée par Al Jazeera, donc assez récente. Vous voyez l'État islamique, Daesh, comme on dit, avec l'acronyme arabe. Il n'y a plus grand-chose, hein, mais ils sont de ce côté-là. Il y a encore des combats actuellement. C'est donc dans cette région, au sud de Raqqa, à la frontière avec la province irakienne de Anbar, qui était une des premières conquêtes de l'État islamique. Il n'y a plus d'État islamique formellement en Irak. Il y a encore en Syrie, il y a des combats actuellement. On voit, c'est à côté de Palmyre. Heureusement, l'État islamique n'est plus à Palmyre. Et puis toute la région jaune, donc c'est celle qui est occupée par les forces arabo-kurdes. Les régions en rouge, il n'y a plus de guerre. C'est le gouvernement, les forces, on peut dire, syriennes, russes et iraniennes, plus Hezbollah libanais qui l'occupent. Et puis il y a en vert, là, en haut à gauche, Idlib, c'est une province qui est stratégiquement très importante parce que tous les rebelles islamistes sont concentrés là. Il y a les Turcs et il y a un mouvement qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, qui est une sorte de nébuleuse qui concentre plusieurs mouvements qui sont nés de Al-Qaïda, etc., etc. C'est assez compliqué et en même temps c'est très confus parce que les mouvements djihadistes changent de nom assez régulièrement. Donc voilà, c'est une situation qui est en gros favorable au gouvernement de Damas, mais la guerre en ce moment continue un petit peu du côté donc d'Deir ez-Zor, ici où il y a l'État islamique, et puis Idlib. On craint beaucoup que les forces russes et syriennes ne déclenchent une attaque meurtrière, parce que là, il y a quelques millions de personnes qui sont actuellement protégées, entre guillemets, par les Turcs. Voilà, vite. Alors, mon voyage, ça c'était en 2017, c'est Homs.
Homs, c'est un des chefs-lieux de la rébellion. C'est une des premières villes qui a été, entre guillemets, libérée par les forces régulières syriennes appuyées par les Russes. Parce que si Bachar al-Assad a gagné la guerre, c'est surtout par l'intervention des Russes. Parce que la destruction qu'on voit, on voit ici, on voit un char. Mais la destruction, 90%, je crois, puis Hubelmann pourra confirmer, est due à l'aviation. Donc l'État islamique n'a pas d'aviation. Voilà. Voilà, ça c'est des gens que j'ai connus à Homs. Là, c'est la situation dans laquelle on les a trouvés, on les a aidés. Ils ont reconstruit la maison, mais vous voyez, c'est assez désolant. Ça, c'est le centre-ville de Homs. C'est la famille Enjabour, c'est des chrétiens qui habitent là. Et là, ils ont vécu quand même des situations extrêmes avec des combats entre le mouvement Al-Nusra et les forces régulières. Donc, ils ont assisté à des massacres. Et le char qu'on a vu tout à l'heure, il est juste en bas de la maison. Ça, là, c'est pour donner aussi un côté un peu réel. C'est un homme que j'ai rencontré à Alep. Ça, c'est la partie est de Alep. Alep, c'était une ville magnifique, absolument extraordinaire. C'était un peu le lieu de prédilection des orientalistes. Il y a un hôtel en particulier dans lequel allait Charles de Gaulle et avant lui le roi Faisal, etc., etc. Laurence d'Arabie, c'est un peu, voilà, on peut rêver un peu. C'était un peu la ville des rêves occidentaux. Et là, c'est un homme que j'ai rencontré. Il cherchait du travail avec ses 2 enfants. Sa femme a été tuée dans les bombardements. Et donc, il marchait dans les ruines. Et puis, je lui ai demandé qu'est-ce que vous faites. J'ai demandé l'autorisation de prendre une photo, naturellement. Et il m'a dit, je cherche du travail. Et bon, ils sont assez désespérés, évidemment. On peut le voir. Ici, par contre, bon, vous le reconnaissez sûrement, c'est Palmyre. Alors, Palmyre, par chance, pas par mérite, je suis arrivé juste le lendemain de la libération par les Russes et les Iraniens et les Syriens. Et la deuxième libération, il y avait l'État islamique. Ils ont naturellement bombardé, fait exploser plusieurs sites, donc surtout le temple de Baal, malheureusement, qui était détruit. Ça, c'est l'arche de Septimo Severo, qui a été détruite, mais il y a les colonnades, par exemple, qui sont encore restées pratiquement intactes. Donc, il y a une destruction. Moi, j'étais tout à fait par hasard avec une archéologue qui me faisait d'interprète. Elle m'a dit à peu près 30% étaient détruits. Donc, la bonne nouvelle, c'est que 2/3 de Palmyre sont restés. Vous voyez, ça, c'est le théâtre romain. Et on voit la scène, le Proscenio qui a été détruit par des explosifs, mais le reste, heureusement. Et je dois dire que pour moi, c'était un des moments les plus beaux de ce voyage, le plus beau sûrement. L'émotion d'arriver à Palmyre, on voit la beauté. Et on se dit, voilà, c'est pas que des pierres, c'est la mémoire d'un peuple. Et c'est notre mémoire aussi. Palmyre est une ville romaine, bien évidemment. Et là, on est en gros dans la même région, parce que c'est toujours le croissant fertile. Mais on est à Mossoul, ça c'était il y a quelques mois. Ça, c'était ce qui reste du minaret de la mosquée Al-Nouri. C'était un véritable chef-d'œuvre. Cette mosquée a été faite exploser par l'État islamique. C'est la mosquée d'où, en 2014, Abu Bakr al-Baghdadi, considéré le chef de l'État islamique, a proclamé le califat. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On voit qu'il monte les marches et puis c'est ce qui reste. Mais c'est eux qui l'ont fait exploser. Et là, par contre, c'est une autre mosquée très belle de Mossoul. Et ça, c'était le directeur de l'orchestre de Bagdad qui est venu. Donc, il fait des concerts, il joue de la violoncelle pour attirer l'attention, naturellement, sur ce qui a été détruit. C'est la mosquée dite du prophète Jonas, donc le prophète de la Bible, Jonas, qui est allé dans la Bible, enfin, selon la Bible, est allé à Mossoul, justement. Et donc, il y a apparemment, c'est ce qu'on dit, la tombe du prophète. Donc, ça a été considéré totalement blasphème par les djihadistes, par les islamistes de l'État islamique. Et voilà, je termine avec cette image. C'est une image à laquelle je tiens beaucoup parce que, bon, je ne suis pas un grand photographe, mais pour moi, c'est le résumé de ce qui reste de Mossoul. Ça, c'est Mossoul. Et ça fait mal au cœur de voir, parce qu'évidemment, il y avait encore des cadavres sous les décombres. Mais il y a aussi une mémoire, il y a aussi une ville, il y a aussi une architecture. Il y a quelque chose qui n'existera plus.
Et donc, on me disait, c'est comme si pour vous, à Rome, on détruisait, je sais pas, le Colossée, puis tous voilà. Et pour eux, c'était une très belle ville. Et voilà, ce qui reste. Et donc, ils sont en train d'essayer de reconstruire quelque chose, mais très peu, surtout la mosquée qu'on a vue, Al-Nouri, et puis la bibliothèque de l'université de Ninive. Je m'arrête là. Alors, pourquoi c'est important? Je voulais juste montrer quelques photos parce que le travail de Yves Hubelmann s'inscrit justement dans la continuité avec ce qu'on a vu là, c'est-à-dire essayer, bon, vous allez directement l'expliquer, mais c'est un travail de reconstruction d'une mémoire qui peut être peut-être utile aussi aux archéologues, aux gens qui veulent reconstruire, comprendre notre passé. C'est quelque chose qui ne va pas être détruit parce que grâce à ce type de travail qui consiste à numériser des sites, le patrimoine culturel, etc. etc. Voilà, je vous donne la parole. Donc, vous avez créé une société qui s'occupe de ça. Je vous laisse parler parce que moi, je connais très peu. J'ai juste vu une très belle exposition à l'Institut du monde arabe de Paris, avec les images que vous avez tournées grâce à une technologie dont on est très curieux de savoir comment ça se passe. Merci. Merci beaucoup. C'est bon? Le micro marche? Oui, très bien. Super. Merci pour l'introduction. Il y a un petit... Alors, on va changer la présentation. Donc, merci pour cette introduction. Alors, effectivement, la question de la conservation de la mémoire, au Proche-Orient et en Asie centrale et partout ailleurs, d'ailleurs, hein, les vestiges sont vecteurs d'une mémoire, d'une culture, en fait, hein, et jouent un rôle quand même assez important dans la société. Vous entendez? Et j'ai essayé de parler plus fort. Et sinon, je vous passe le micro. Et les observations que moi j'ai faites, en fait, qui datent d'il y a une dizaine d'années, donc avant cette vague de destruction, en fait. Je pense que c'est bon. Voilà. C'était, alors je ne sais pas si cette image vous parle, sans doute pas, mais ça c'est le type de lieu qu'on avait l'habitude de visiter quand on travaillait, alors c'était il y a un peu plus de 10 ans, en Afghanistan. Alors là, ce que vous voyez, en fait, c'est une ville. Alors c'est une ville ancienne, beaucoup plus ancienne qu'Alep et que de Mossoul, hein. Mais donc vous voyez sans doute des personnages, au loin, vous avez une notion de l'échelle, et tout ce que vous voyez au premier plan, et d'ailleurs derrière, ce sont des trous. Ce sont des trous de pillage. Donc en fait, c'est des pilleurs qui sont venus. Alors, ces trous sont récents, hein, ils dataient à l'époque d'il y avait une dizaine, une quinzaine d'années, donc de maintenant 25 ans à peu près. Et donc en fait, on a effectivement des personnes qui viennent, des groupes qui viennent de plusieurs centaines de personnes, souvent, et pendant 2 jours, ils vont ravager le site archéologique, hein. Et en observant ça, alors ça, c'est des pans de l'histoire de la connaissance qui disparaissent, et qui disparaissent à tout jamais, parce qu'une fois qu'un site est pillé, en fait, on ne peut plus l'étudier. Dans des régions, donc là, on est dans le nord de l'Afghanistan, dans une région, la Bactriane, qui est une région très riche, qui a été colonisée par Alexandre le Grand dans l'Antiquité, qui avait été auparavant occupée par les Perses. Et c'est une région qu'on connaît assez peu, donc on connaît assez peu l'histoire, et c'est une région qui, dont les indices de l'histoire disparaissent d'année en année, mais disparaissent de manière très rapide et finalement assez récente. Et à l'origine, en fait, de tout ce que je fais aujourd'hui à travers Iconem, à travers la société, à cette origine-là, il y a d'abord ce constat, à cette période où je travaillais en tant qu'architecte indépendant avec des archéologues, et on observait ce type de phénomène. Et quand on est face à ce spectacle, on se dit c'est pas possible. Enfin, il faut réagir. Il faut réussir à réagir. La réaction, disons, politique est difficile parce qu'on est dans des zones qui sont assez difficiles à contrôler. Donc l'idée, c'est qu'il fallait trouver une alternative, hein. On ne peut pas protéger tous ces sites. Déjà, il y en a des milliers. C'est dans une zone où déjà les villages ne sont pas protégés. On n'a pas assez on n'a pas une armée assez puissante pour protéger les villages. Donc voilà, les sites disparaissent comme ça. Et en parallèle, on observait un autre phénomène
Alors là, c'était plus... Donc là, on est toujours en Afghanistan, dans une ville qui s'appelle Herat. Et en Afghanistan, donc, il y avait, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, une explosion de la démographie. Hein, la population explose. Et du coup, donc, ce que vous voyez au centre de l'image, en fait, c'est une muraille médiévale. Et en fait, cette muraille donc, disparaît complètement dans le tissu urbain. Donc là encore, c'est des phénomènes qui sont récents, qui n'avaient pas plus d'une dizaine d'années à l'époque. Donc c'est ces phénomènes qui datent des années 2000. Et donc les gens récupèrent en fait la terre de la muraille, donc c'est une muraille en terre, récupèrent la terre pour construire leur maison. Hein. Donc là encore, c'est difficile, la réaction politique est complexe parce que le pays est assez dérégulé, hein, c'est difficile de surveiller tout ça. Donc en fait, ces exemples-là, nous, on les croisait quotidiennement, c'est vraiment tous les jours. Et d'année en année, quand on revenait sur le terrain, on voyait les ruines qui diminuaient. Hein. Donc ça appelait à une réaction évidente. Donc c'était tout à fait naturel, en fait, d'aller chercher d'autres solutions. Hein, des solutions d'abord d'enregistrement, parce qu'on est face à une disparition physique de la matière, mais qui est alarmante parce qu'elle est beaucoup plus rapide que ce qu'elle n'était il y a ne serait-ce que 50 ans ou 100 ans. Hein. Donc ça appelait effectivement une réaction rapide aussi. Et donc c'est là que j'ai voulu commencer à travailler sur une alternative. Comme la conservation physique est très difficile, on ne peut pas changer la politique d'un pays du jour au lendemain. Donc on s'est dit qu'effectivement on allait travailler avec des nouvelles technologies, au moins pour conserver l'image de ces monuments, hein, l'image de ces monuments dont la matière va fatalement disparaître dans les années qui viennent. Hein. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler justement sur l'imagerie numérique et sur ces nouvelles technologies qui nous permettaient de conserver une mémoire à travers un nouveau support, en fait, hein, qui est le support numérique. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement de retranscrire sur un nouveau support exactement comme faisaient à l'époque les moines copistes au XIe siècle, au XIIe siècle. Hein, ils avaient un support, un livre devant eux et ils recopiaient sur un autre support. Sauf que là, on change et on passe de la matière au numérique pour donner une chance en plus de pouvoir transmettre en fait ces monuments dans le futur. Donc ça dessine un petit peu la philosophie à l'origine en fait du projet qu'on a développé d'abord sur un premier site en Afghanistan. Donc c'était une époque où je travaillais beaucoup là-bas, effectivement, qui est un site qui s'appelle Messainak, qui est au sud de Kaboul. Et ce site, donc c'est un site archéologique, il était malheureusement condamné à disparition complète. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait sous le site une mine de cuivre qu'une compagnie chinoise devait exploiter, en fait. Et c'est des investissements qui sont tellement énormes, c'est des investissements de 5 milliards de dollars. Donc, enfin, ces investissements, c'est surtout des éléments de revenus aussi pour le pays qui sont énormes. Et la problématique, effectivement, quand on met dans la balance d'une part l'archéologie et d'autre part une économie qui permet à effectivement toute une population dans la vallée de survivre à des famines, etc., la solution d'arrêter l'exploitation ou d'arrêter le projet n'est pas forcément toujours la meilleure solution parce que du coup, les populations autour qui sont, où il y a une très forte mortalité due à la famine, etc., doivent aussi profiter de cette économie. Donc en fait, l'équation est difficile. Donc en fait, on a proposé pour la première fois, donc c'était en 2010, sur ce site, de créer une copie numérique de ce site, hein, sachant que là encore, c'est un site d'une civilisation qui est assez peu connue, qu'on appelle la civilisation Kushan, ou la civilisation Kushano-Sassanide. En fait, c'est une civilisation bouddhique, c'est un royaume bouddhique qui occupait le territoire du 1er siècle de notre ère jusqu'au 7e siècle. Et donc, c'est une civilisation qui a construit beaucoup de monastères. Et donc, on a trouvé une dizaine de monastères sur ce site. Et dans ces monastères, on a trouvé des centaines de sculptures de ce type. Et donc, tout allait disparaître parce que les constructions sont en terre, donc elles sont très fragiles, donc elles sont difficiles à transporter. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a proposé d'utiliser justement, alors d'abord des drones
parce que la plupart des zones n'étaient pas accessibles en fait sur cette montagne, parce que le site était encore miné. Hein. Le site était un ancien camp d'entraînement d'Al-Qaïda. D'ailleurs, Ben Laden lui-même a vécu sur ce site pendant 3 ans avant l'attentat des Twin Towers. Et donc l'idée, ça a été d'utiliser ces machines qui à l'époque, donc on les bricolait nous-mêmes. Hein, c'est pas comme aujourd'hui où des drones, maintenant on peut les trouver dans les supermarchés. À l'époque, il fallait les construire. Et donc l'idée, c'était qu'effectivement le drone parcourt en fait le site en prenant des milliers d'images. Et après, en travaillant avec l'INRIA, qui est un institut de recherche en informatique, on a pu utiliser ces images grâce à des techniques un petit peu d'intelligence artificielle, enfin en tout cas de machine learning. On est capable aujourd'hui, à partir d'images, de reconstruire un modèle en 3 dimensions d'un site. Donc maintenant, ces techniques sont beaucoup plus utilisées de manière beaucoup plus courante, à la fois les drones et à la fois donc ce qu'on appelle la photogrammétrie, mais c'est une version, disons, améliorée de la photogrammétrie, qui permet, à partir d'un certain nombre d'images, de reconstruire le modèle 3D, la copie conforme du site. Donc là vous voyez, donc c'était les premières images qu'on a faites en 2010. Alors, en fait, c'est un modèle 3D, hein, donc qui ressemble exactement au site lui-même, donc qui peut servir de modèle d'étude aussi pour les archéologues. Et donc, les premiers tests qu'on avait faits, c'était pour les archéologues. Et donc là, vous avez un monastère, par exemple. Hein. Vous avez des stupas. Donc des stupas, c'est des monuments sacrés. Hein. Et ce qui est intéressant avec ces techniques, c'est qu'on peut à la fois représenter la montagne, l'architecture, mais aussi le détail, parce que selon effectivement la précision des images, hein, on peut reconstruire vraiment au millimètre tous les éléments de décor, de sculpture en fait, de ces sites. Donc finalement, c'était la technique la plus adaptée à la problématique de disparition massive, en fait, à la fois des architectures et des sculptures. Alors ça crée des modèles qui étaient assez énormes, et du coup on a dû travailler sur des techniques. Donc là, c'est une plateforme qu'on a créée autour de ce site, accessible sur Internet. Et donc en fait, cette plateforme, elle donne à voir ce qu'on appelle en français un nuage de points. Donc c'est des milliards de petits points dans l'espace, en fait, qui reproduisent la forme et la couleur du site. Donc là, on voit effectivement les petits points sur certaines zones. Et donc quand ces petits points sont assez denses, eh ben, on retrouve effectivement une matérialité, en fait, la matérialité du site. Et donc cette plateforme, en fait, l'idée, c'était qu'elle crée un pont entre donc, ce site qui est assez peu accessible, hein, parce que c'est un site qui est dangereux. Hein, il y avait toujours des villages de talibans tout autour. Donc en fait, les savants, les chercheurs pouvaient difficilement accéder à ce site. Hein. Donc l'idée, c'est de créer un pont entre un site lointain et une communauté scientifique, hein, spécialiste de ces... Voilà, là on voit une fresque, par exemple, hein, une fresque qui a disparu maintenant. Hein. Et on a pu donc créer comme une espèce de base de données sur laquelle la communauté des chercheurs en France, aux États-Unis, en Italie, allait regarder effectivement les éléments archéologiques, des détails archéologiques de ce site. Donc on s'est aperçu assez vite que ces techniques permettaient, en tout cas d'abord pour la communauté scientifique, hein, de conserver finalement une connaissance qui disparaissait très vite avec la matière, avec la matérialité du site. Et donc, on a commencé à travailler de manière assez active en Afghanistan. Donc ça, on avait fait ça pour justement le ministère des Mines qui était en charge d'exploiter le site. Et après, derrière, effectivement, à la fois l'UNESCO et le gouvernement afghan nous ont demandé de faire, disons, une cartographie de sites afghans. Donc là, je vous montre juste un site qui est beaucoup plus connu, qui s'appelle Bamiyan. Il était connu à cause de la tragédie de la destruction des Bouddhas en 2001 par les talibans, finalement qui a été la première destruction, disons, médiatique, hein, du patrimoine, la première instrumentalisation du patrimoine pour effectivement ces idéologies fondamentalistes. Hein. Donc là, on voit une niche dans laquelle le Bouddha qui était avant n'est plus, parce qu'il a été détruit. Mais donc là, depuis 2001. Mais vous voyez que toutes ces destructions, qu'elles soient urbaines, qu'elles soient de pillage, ou qu'elles soient effectivement
d'exploitation de sites, sont des destructions qui sont très récentes, à l'échelle de l'histoire. Hein, il faut bien comprendre effectivement qu'on a une accélération qui est dramatique en fait, de cette disparition depuis quelques années, hein, de sites qui ont souvent 3000 ans, voire plus, et qui malheureusement ne sont détruits que depuis une trentaine, une vingtaine d'années. Donc l'idée, ça a été d'utiliser là encore des technologies. Alors là, on a un appareil photo avec un très grand objectif qui scanne en fait la falaise à une certaine distance, avec un bras robotisé. Là, on a voilà, un type de drone, un autre type de drone. Donc l'idée, c'est qu'on arrive sur place, on reste juste quelques jours. C'est souvent assez court parce qu'on a des contraintes sécuritaires qui nous demandent de ne pas rester trop longtemps. Et on vient prendre effectivement des milliers d'images. Alors ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces images, on découvre des choses, et notamment sur Bamiyan. On parle beaucoup de Bamiyan avec la destruction des Bouddhas qui étaient à l'intérieur des niches, dont on ne voit maintenant que l'empreinte, mais la sculpture du Bouddha qui était là a complètement disparu. Mais en fait, on s'est aperçu que la falaise elle-même était en danger à cause d'un phénomène d'érosion. Là, qu'on peut voir, en fait, il y a des saillies d'érosion qui se créent. Et quand on s'est baladé au pied de cette falaise, on entendait en fait tomber les cailloux, en fait, en permanence. Donc la falaise reculait, et avec le recul de la falaise, en fait, finalement, toutes les traces de cette occupation disparaissaient. Donc là, on est encore sur la même civilisation bouddhique, Kushan, qu'on avait eu sur le premier site. Et là, on voit sur des zones encore plus clairement en fait, la disparition de cette falaise par l'écoulement des eaux, ici. Un autre phénomène qu'on a observé avec le drone, c'est la disparition de la falaise par son occupation, en fait, là encore, par la construction. Donc là, c'est un village qui s'est installé sur cette falaise. Et là, le principe de la construction là-bas, c'est qu'on creuse la terre pour construire les murs. Et donc, en fait, on produit comme une termitière, un petit peu comme si c'était des insectes, en fait. Et donc, ça ronge petit à petit, ça détruit voilà. Là, on a une image d'un village, en fait, où les grottes, qui sont des grottes d'époque bouddhique, sont occupées par des habitants. Donc, en fait, les maisons se sont installées à l'intérieur des grottes qui ont été construites par des moines bouddhistes il y a 2000 ans à peu près. Voilà. Donc, ce n'est pas effectivement le contexte idéal pour la conservation de ces ruines. Donc, on a découvert aussi qu'il restait énormément de choses. Il n'y avait pas simplement que les Bouddhas dans Bamiyan, il y avait aussi des grottes, des nombreuses grottes, avec à l'intérieur des grottes en fait, énormément de décors, de peintures. Donc on a fait le modèle 3D là, que vous voyez. Donc ça, c'est le modèle de nuage de points que vous pouvez voir, avec effectivement tous les détails à la fois de la vallée et de la falaise. Et donc là, on est en bas des niches, et en fait, quand on arrive en bas des niches, on peut monter sur le long. En fait, il y a un escalier à l'intérieur de la falaise qui nous amène dans un réseau très complexe et très riche de salles. Donc en fait, ce sont ces salles qui sont menacées aujourd'hui par l'érosion de la falaise. Parce que si la falaise disparaît, effectivement, toute la construction, les constructions à l'intérieur en négatif vont complètement disparaître. Et dans ces salles, on a retrouvé énormément de traces de peinture. Alors, la plupart des visages avaient été détruits, alors peut-être par les talibans, peut-être par des actions plus anciennes, on ne sait pas. Et en tout cas, là, par exemple, on a un moine bouddhiste dont le visage a été détruit. Et on s'est aperçu que finalement, à l'intérieur de la falaise, il y avait des traces donc, de cette civilisation bouddhique, Kushan, mais il y avait également des traces de la destruction de cette civilisation. Donc en fait, finalement, une histoire un petit peu plus contemporaine, un petit peu plus récente, mais qui fait partie de l'histoire et qui convient d'enregistrer aussi pour comprendre effectivement à la fois les phénomènes anciens et les phénomènes actuels. Voilà. Et on a vu aussi des inscriptions récentes, anciennes, sur les fresques elles-mêmes. Voilà. Là, on a des inscriptions, on a les fresques, on a les Bouddhas, et la destruction des visages. Et sur certaines zones, les inscriptions étaient de plus en plus denses, y compris sur des salles entières, où on avait ce qu'on peut qualifier de palimpseste. Je ne sais pas si le mot est clair. Un palimpseste, en fait, c'est une superposition de différentes écritures qui témoignent aussi
d'une histoire, d'une sédimentation historique de ce site, hein, qui fait partie de l'empreinte de l'homme en fait sur ce paysage. Voilà, c'est ces exemples en fait de cette. Donc là encore, on est dans l'histoire plus récente, mais c'est effectivement tout. Alors ça peut être effectivement des inscriptions de talibans, ça peut être des inscriptions de personnes un peu plus anciennes. Y compris sur cette salle, on a un phénomène assez curieux. Vous voyez, c'est des traces de chaussures, de semelles de chaussures. Donc en fait, cette salle, elle était complètement décorée avant l'arrivée des talibans. Elle a été noircie par de la suie, hein, par un feu. Et après, les talibans ont appliqué leurs chaussures, ont tapé leurs chaussures sur la voûte, parce qu'ils considéraient la voûte justement comme sacrilège, parce qu'elle portait des représentations. Donc on arrive aussi à lire l'histoire de la destruction même de ce site, et finalement, à travers le travail qu'on fait, et on le verra dans les exemples successifs, on enregistre l'histoire, donc l'histoire ancienne, mais on enregistre aussi l'histoire de la destruction de l'histoire, qui est aussi de l'histoire finalement, mais qui est de l'histoire un petit peu plus contemporaine. Voilà. Donc on a commencé à faire cette cartographie en Afghanistan, et puis alors on commençait les conflits effectivement en Syrie, en Irak, avec les grandes destructions qui ont été beaucoup médiatisées, hein, et notamment, donc ça c'est Palmyre. Et donc notre premier réflexe a été d'aider en fait alors les Syriens, les Irakiens, d'abord les archéologues. On s'adressait aux archéologues et on leur disait, voilà, on peut vous offrir, disons, un support technique pour documenter vos sites. Et au début, on a fait ça sans pouvoir aller sur les sites. Donc là c'est un travail qu'on a fait en 2013 en Syrie, à une époque où on ne pouvait pas avoir de visa, c'était trop compliqué, la guerre était trop violente. Donc on a proposé à distance, en fait, d'aider les archéologues syriens en leur proposant de faire des photos en suivant des règles très précises pour qu'on puisse utiliser ces photos pour faire des modèles 3D. Et donc les Syriens sont partis en observant ces règles de prise de vue, mais avec leur téléphone. Hein. Ils ont pris des photos eux-mêmes sur un monument qui est le Krach des Chevaliers, qui est une des citadelles les plus célèbres de Syrie. Et avec ces images qu'ils nous ont envoyées, hein, par Internet, on a pu reconstruire partiellement des monuments, justement, en jouant un petit peu sur ce travail un peu collaboratif, en fait, avec une communauté de scientifiques sur place, qui n'ont pas forcément la technologie, mais qui ont déjà des appareils qui permettent de prendre des images. Et après, avec ces images qui sont traitées à Paris, justement, avec ces ordinateurs et ces technologies, pour reconstruire, en fait, des modèles. Alors, des modèles qui sont, au début, pas forcément parfaits, hein. Là, on voit qu'il y a des trous dans les modèles, il y a des manques. Donc en fait, on renvoyait une carte qui montrait exactement les zones où il manquait des images pour compléter le modèle. Et la deuxième fois, on arrivait à créer un modèle un petit peu plus complet avec des intérieurs. Et comme ça, on a créé une espèce de système itératif, hein, d'amélioration de modèles 3D qui permettait d'avoir une documentation justement qui s'améliorait au fur et à mesure effectivement du travail des archéologues en Syrie. Et voilà, ce qui était intéressant, c'est que, donc là on est sur ce même monument, on a créé un programme qui nous a permis d'aspirer, alors de télécharger automatiquement toutes les images qui étaient sur Internet avec cette thématique sur ce monument-là. Donc en fait, c'est un petit robot un peu d'intelligence artificielle, enfin de reconnaissance automatique, qui va scanner un petit peu Internet et dès qu'il va trouver une photo qu'il identifie comme faisant partie du Krach des Chevaliers, il va la télécharger. Et avec ces multitudes d'images, on a pu reconstruire le Krach des Chevaliers, mais avec des images qui avaient été prises avant. Donc c'est-à-dire des images de touristes. La plupart de ces images ont été trouvées sur des sites de blogueurs ou de personnes qui avaient été touristes en Syrie avant le conflit, hein, qui avaient simplement mis leurs photos sur Internet. Et ça nous a permis de reconstruire ce que vous voyez là, donc une partie du Krach des Chevaliers avant le bombardement de ce monument. Donc quelques mois plus tard, avec les images des Syriens, on a pu reconstruire le monument tel qu'il est aujourd'hui. Et du coup, on peut superposer les deux monuments et, disons, faire une analyse à distance, donc sans avoir à aller sur le site,
des différentes dégradations, hein, et notamment des impacts de balles, et pierre par pierre. Donc là, la technologie, notamment l'intelligence artificielle, la reconnaissance automatique d'images, nous permet vraiment d'avoir des résultats rapides, en fait, sur des problématiques qu'on n'aurait pas pu résoudre, hein, autrement. Donc ce premier travail, ça nous a permis de créer un lien de confiance avec la communauté des archéologues syriens qui ont pu négocier effectivement qu'on ait un visa pour aller sur site. Hein. Et donc j'ai pu aller vraiment sur site pour continuer la formation des Syriens, notamment juste à l'époque où Palmyre a été libéré, entre guillemets. Enfin, les Russes ont repris Palmyre, donc c'était effectivement cette même période, quelques jours après la libération du site. Et donc, quand on est arrivé là, l'idée, ça a été de tout scanner. Les monuments, le musée. Là, ce que vous voyez, au fond, c'est le musée de Palmyre, là, que vous voyez ici. Hein. Et quand on est rentré dans le musée, donc le musée a été touché par des roquettes, mais avait été au préalable détruit par l'État islamique. Voilà, ça, c'était l'intérieur du musée. Donc, en fait... Et toutes les collections, une grande partie des collections étaient encore dans le musée au moment de cette destruction. Et donc, ce qu'on peut voir là, c'est effectivement les vitrines, hein, qui ont été saccagées, hein, et surtout les collections détruites au sol. Les collections n'avaient même pas été volées, n'avaient même pas été revendues. Elles avaient simplement été détruites par des marteaux, d'ailleurs, qu'on a retrouvés, hein, des marteaux métalliques, hein, qui servaient à détruire. Donc, en fait, l'idée, on a négocié avec les soldats qui ne rentrent pas dans le musée avant qu'on ait terminé de faire la documentation. C'est-à-dire qu'en quelques heures, on a fait des milliers d'images de ces objets. Hein. Donc tous les visages avaient été cassés volontairement, hein, on voit, systématiquement, et il y avait des morceaux de visage qui traînaient par terre sur le sol. Hein. Et donc ces milliers d'images nous ont servi à reconstruire virtuellement le musée. Donc ça, c'est une image de la reconstruction du musée, on voit plusieurs salles. Et alors, ce qui est intéressant dans ce document, c'est qu'on a le positionnement de chaque pièce de la collection dans les différentes salles. Et ce document, ça va nous permettre de comprendre comment le musée a été détruit, déjà, hein, quelles pièces ont été, quelles sculptures ont été trimballées de telle salle à telle salle, par exemple. Et donc, c'est une image, pour le coup, aussi une image archéologique, hein, parce que c'est l'image d'une destruction, l'image d'un abandon. Et quelques jours plus tard, le musée a été complètement nettoyé. Hein, les pièces ont été ramenées à Damas, donc on a perdu cette image. Mais cette image servira, sans doute, dans les années prochaines, à comprendre, effectivement, le mécanisme même de la destruction. Et ça va servir aussi à la traçabilité, ça c'est un point important, c'est-à-dire que s'il y a des œuvres qui disparaissent, donc après notre arrivée, on le saura. Hein, et si on fait une comparaison entre ces images et ce qui est conservé aujourd'hui dans dans le musée de Damas, en fait, on pourra savoir effectivement si des blocs ont disparu, et s'ils ont disparu, on pourra savoir qu'effectivement ça a été c'est disparu après l'État islamique, quoi, grosso modo. Et donc on a continué à scanner effectivement les monuments. Donc ça c'était le musée, ça c'est les monuments. Là donc c'est l'arche qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Donc là vue d'en haut, hein, parce que du coup on a scanné avec des drones en fait, hein, avec nos techniques. Hein. Là c'est le temple de Bel, hein, donc c'est le temple principal qui a été complètement détruit. Là c'est les tours tombes. Donc en fait, c'est des tours très spécifiques de la culture palmyréenne du 1er ou 2e siècle, donc qui ont été également détruits par l'État islamique. Et quand on a fait les scans des tours de Palmyre, on est tombé sur une image qui nous a un peu... voilà, en fait, sur cette image, donc on était sur le terrain, on a vu cette image et on a vu cette espèce de rempart, de fortification qui avait été créée par l'État islamique pour se protéger. Et en fait, quand on regarde bien au milieu de ce rempart, en fait, on a un escalier qui descend sous le sol. Je ne sais pas si vous voyez là. Hein, un escalier souterrain. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va aller là-bas parce qu'on savait que dans cette zone, il y avait aussi des tombes souterraines. Hein. Et donc,
on est allé sur cette zone, on a pris l'escalier, là vous voyez, donc ça c'est cet escalier, et on est arrivé effectivement dans cette salle. Alors cette salle, en fait, c'est une des tombes les plus célèbres de Palmyre, c'est la tombe des trois frères. Et la tombe des trois frères n'a pas été détruite parce qu'elle a été occupée. Donc on voit, effectivement, là il y a la vaisselle encore donc ça c'est la vaisselle des soldats de l'État islamique qui s'étaient réfugiés dans la tombe romaine pour se protéger des bombardements aériens. En fait, ça permettait de se cacher. Donc c'est pour ça que certaines tombes, et notamment les tombes souterraines, ont été sauvées parce qu'elles ont été transformées en abris stratégiques pour les soldats de l'État islamique. Ils ont simplement utilisé des couvertures pour cacher les représentations humaines, et notamment les représentations humaines qui étaient sur les sarcophages, hein, et également utiliser de la peinture pour couvrir, donc la peinture blanche, pour couvrir effectivement les fresques romaines, parce que dans les fresques romaines, on avait aussi des représentations humaines. Donc en fait, c'est intéressant de voir aussi que le traitement des antiquités par l'État islamique est en fait assez pragmatique, hein, c'est qu'effectivement, des fois on détruit pour montrer qu'on détruit, mais en fait, quand les ruines peuvent leur servir, en fait, ils les utilisent. Hein. Et là, on a trouvé aussi donc un trou, et ce trou, c'était effectivement une autre tombe, mais dont l'accès a été bouché. Donc en utilisant effectivement des caméras et des perches, en fait, on a pu rentrer un appareil photo pour prendre en fait une image, disons une image 360 de la tombe, et pour voir effectivement que certains bustes avaient disparu, certaines sculptures avaient disparu, et on a pu prévenir Interpol de la disparition de ces sculptures qui sont maintenant recherchées sur le marché noir international, quoi, grosso modo. Hein, donc c'est vraiment un outil de diagnostic très rapide pour voir effectivement les œuvres qui ont été détruites, les œuvres qui ont été vendues, qui ont disparu, et les œuvres qui sont conservées. Et en utilisant donc les techniques de 3D, on a reconstitué le temple de Bel. Donc ça, c'est le temple de Bel pierre par pierre, reproduit en 3 dimensions. Et on a pu du coup identifier l'état de conservation de chaque pierre. Hein. Donc il y a des pierres qui étaient conservées quasiment à 100%, des pierres qui étaient cassées en deux et des pierres qui avaient été pulvérisées. Donc l'idée à travers cette analyse, c'est de savoir si on pourra ou non restaurer le temple. Alors là, on a pu voir qu'effectivement, seulement une petite partie des pierres, sans doute moins de 30%, étaient conservées dans leur intégrité. Hein, et donc, ça va être assez difficile de restituer le temple lui-même. Alors, l'idée, quand on arrive trop tard, c'est-à-dire qu'on arrive après la destruction, hein, on ne peut plus très bien... c'est trop tard pour sauver la mémoire de l'édifice qui a disparu. Hein. Donc, en fait, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des photos anciennes, un petit peu comme on a fait pour le krach des Chevaliers, des photos d'archives pour reconstruire le temple tel qu'il était avant grâce aux témoignages passés. Hein. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour le temple de Bel. Donc ça, c'est le temple de Bel qu'on a pu reconstruire en volume grâce aux images anciennes. Hein. Là, vous avez une vidéo qui montre, à partir d'images des années 30, en utilisant les mêmes algorithmes d'intelligence artificielle, de photogrammétrie, on peut reconstruire le volume de ce temple tel qu'il était visible dans les années 30. Et ce qui est intéressant, c'est quand on trouve des photos du coup, plus récentes, des années 50, des années 70, on arrive à voir l'évolution du monument lui-même avant sa destruction, mais disons notamment les différentes phases de restauration, parce que ce temple a été restauré plusieurs fois en fait avant sa destruction. Et donc ce qui est intéressant avec les images 3D, c'est qu'on peut superposer les différents états. Ça, c'est l'état du temple tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne reste que la porte monumentale. Et en rouge, vous avez le temple tel qu'il était avant sa destruction. Et donc, on peut superposer les deux états et voir effectivement d'où proviennent du coup les blocs, en fait. Hein, parce qu'on peut comparer l'état détruit et l'état construit. On peut aller plus loin, c'est ce qu'on a fait pour l'arche monumentale. On peut même simuler en fait la destruction. Alors ça demande un travail un petit peu complexe, c'est-à-dire qu'il faut voir bloc par bloc. Donc ça, c'est une espèce de base de données qu'on a dû construire pour simuler la destruction. Chacun des blocs qui sont visibles au sol, en fait, hein, on a pu retrouver leur positionnement d'origine grâce justement à des comparaisons automatiques, en fait, hein,
combinaisons de volumes en fait, qui nous ont permis de retrouver en fait, l'emplacement. Et tout ça, ça nous a demandé de faire une base de données des 300... Là, il y a à peu près 400 blocs en fait, qui composent l'arche. Hein, et donc, on a dû effectivement travailler indépendamment sur les 400 blocs pour pouvoir restituer à partir des fragments au sol l'arche. Hein. Et on a scanné aussi d'autres monuments, et notamment, ça c'est le théâtre de Palmyre, qu'on a scanné. Et là, vous voyez, contrairement à l'image qu'on a vue, le théâtre n'est pas détruit. Alors pourquoi il n'est pas détruit? En fait, donc c'est pas la magie de l'intelligence artificielle, c'est parce que quand on est arrivé la première fois à Palmyre, l'État islamique n'avait pas détruit le théâtre. Donc nous, on l'a scanné comme on a scanné les autres monuments. Et en fait, à la surprise générale, 6 mois plus tard, l'État islamique est revenu, a repris la ville de Palmyre, et cette fois-ci a détruit le théâtre. Mais alors cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on on avait pu aller sur place avant, donc on avait pu garder effectivement des traces du théâtre tel qu'il était avant. Donc voilà, ça c'est le théâtre en avril 2016, et ça c'est le théâtre 6 mois plus tard. Hein, voilà. Donc on voit effectivement la vitesse à laquelle les destructions s'opèrent. Alors, ces techniques, ce qui est intéressant dans ces techniques, c'est qu'elles s'appliquent à des échelles qui sont très très grandes. Hein. Les capacités de calcul aujourd'hui des ordinateurs nous permettent de traiter plus de 100 000, 200 000 images, et du coup ça nous permet de reconstruire des environnements qui sont gigantesques. Et donc on s'est intéressé à reconstruire les villes elles-mêmes. Et notamment la première ville sur laquelle on a travaillé, c'est Alep. Alors on a pu arriver à Alep une semaine après la fin des combats. Hein. Et donc on a lancé le drone pour scanner. Donc tout ça, c'est le centre-ville d'Alep. Alors vous voyez la citadelle au centre. Hein. Et la partie effectivement qui est la plus détruite, effectivement, c'est la partie est. Hein. Donc la partie est, c'est ce qu'on voit là au-dessus de la citadelle. Hein. Et donc en fait, c'est un modèle 3D. Donc ce modèle 3D, on peut le couper comme un fromage, quoi, grosso modo, et puis étudier les différentes parties. Donc ça, c'est des parties de la citadelle, par exemple. Ça, c'est des parties de la mosquée des Omeyyades. Donc c'est la fameuse mosquée d'Alep, dont le minaret a été complètement détruit. On le voit à l'angle, en haut. Hein. Voilà. Et également les souks. Hein, les souks qu'on peut aussi découper. On peut faire des sections, en fait, dans les souks pour voir la destruction. Donc il y avait 17 km de souks avant à Alep, dont une bonne partie a été détruite. Enfin, une grosse partie a été brûlée et une petite partie a été complètement détruite. Et donc les souks, effectivement, on peut les découper. Donc le modèle 3D nous sert à voir à la fois l'intérieur, l'extérieur, et voir tous ces éléments. Là, vous avez une petite vidéo qui vous montre donc, la reconstruction 3D du souk. Voilà, dans tous ces détails, une portion du souk qui a été complètement brûlée. Donc il est noir parce qu'effectivement, il a été complètement brûlé. Mais ce souk est encore debout, donc il pourrait être restauré. Hein. Il y avait d'autres parties qui avaient été complètement détruites. Hein, voilà. Donc ça, c'est les images aériennes. Alors là, on a la cour de la mosquée des Omeyyades, avec notamment le minaret qui a été détruit ici. Hein. Donc ça, c'est effectivement quelques jours après la fin des combats. Et on peut faire beaucoup d'analyses pour essayer de comprendre comment la ville a été détruite. Hein. Il y a différents types d'armes qui ont été utilisées. Là, notamment, les destructions des coupoles, c'est souvent par des tirs de roquettes, en fait, hein, qu'on détruit les coupoles. Là, on a des traces plus de bombardements aériens. Alors, les bombardements aériens, effectivement, ce sont eux qui ont quasiment détruit effectivement les souks. Là, on est sur le souk, en fait. Donc, on voit effectivement les passages du souk, et puis là, effectivement, tout a été détruit. Et ce qu'on voit là, on voit très bien d'ailleurs les impacts en fait, des bombes hein, de l'aviation qui a détruit le souk. Et ce qu'on voit, c'est intéressant, on arrive à lire pas mal de choses parce qu'on arrive à voir que, je ne sais pas si vous voyez, mais ça c'est des coupoles, des antennes, hein, qui ont été réinstallées après les bombardements. Donc en fait, le site a été bombardé, réoccupé par les groupes rebelles, et notamment justement pour capter les ondes. Et donc on arrive à relire aussi, là encore, l'archéologie de la destruction de la ville elle-même. Hein. Ça, c'est une troisième type de destruction, qui est la destruction la plus impressionnante à voir,
et la plus radicale. Donc ça, c'est des tunnels qui sont creusés. Alors ça, c'est des techniques plus des groupes rebelles. Donc les bombardements aériens, c'est plutôt effectivement les Russes et les Syriens. Et les groupes rebelles donc, creusaient des tunnels, ils les bourraient d'explosifs, et donc mettaient le feu aux explosifs, et ça crée un cratère, donc un cratère énorme comme ça, d'une 50aine de mètres de diamètre, et ça fait disparaître une partie entière de la ville. Voilà. Et du sol, c'est très impressionnant parce qu'on ne voit plus rien, en fait. On voit juste effectivement des restes de pierre et de ferraille. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut croiser ces informations qui sont plus des informations cartographiques, vues du haut, avec des informations. Donc là par exemple, alors je vais peut-être baisser le son, mais ça, c'est des documents qu'on trouve sur YouTube qui donnent à voir, disons, les destructions en live, disons. Donc voilà, ça c'est l'explosion de ce que je vous expliquais, des tunnels souterrains. Donc cette image a été tournée par sans doute un des membres des groupes rebelles qui a détruit cette partie-là. Et en fait, cette image, en étudiant les différents plans de l'image et notamment les monuments qui sont visibles dans l'image, ça nous permet de la replacer de manière très précise sur la cartographie ici. Alors, bon, là les flèches ont sauté, mais grosso modo, on a pu voir que la personne qui a fait la vidéo en fait, était positionnée là, visait effectivement la citadelle, et l'explosion qu'on voit, c'est effectivement ce cratère ici. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir la date précise de cette explosion, d'une part, et puis aussi de voir effectivement la dynamique des territoires qui avaient été occupés par cette zone. Là, on fait un zoom, on voit exactement l'endroit, donc la personne qui a fait la vidéo était protégée derrière cette tour, en fait, qu'on voit en premier plan sur la vidéo. Et on arrive à lire aussi, après, l'occupation de ces... En fait, la technique, c'est qu'on fait exploser, effectivement, de manière très violente, une position ennemie, donc une position de l'armée syrienne, et après, les rebelles viennent pour occuper cette position, pour avancer vers la citadelle, parce que la citadelle était occupée par l'armée de Bachar el-Assad, et la partie est était occupée par les groupes rebelles. Et du coup, une fois que l'explosion a lieu, les groupes rebelles arrivent et occupent ce territoire en creusant des tunnels pour créer effectivement des zones pour les snipers. Et c'est comme ça effectivement qu'ils comptaient en fait occuper la citadelle. Donc c'est aussi là encore une dynamique qu'on arrive à voir et qu'on arrive à lire. Voilà. Alors on va passer, il ne faut pas que je sois trop long je pense, mais on va passer là sur l'Irak. Donc là aussi c'est un terrain où on a beaucoup travaillé. Et là on a d'abord utilisé une autre technique. Donc c'est les drones que vous voyez là, qui sont des drones qu'on appelle des drones longue distance, qui peuvent parcourir une cinquantaine, voire plutôt une centaine de kilomètres. Alors, ce qui est intéressant, du coup, on a demandé aux forces kurdes, aux Peshmerga, de nous amener sur la ligne de front. Donc là, on est sur la ligne de front, en fait. Et de l'autre côté, c'est le territoire de l'État islamique. Alors maintenant, ce territoire a été récupéré. C'est Mossoul. Exactement. C'est la plaine de Mossoul, la plaine de Ninive. Et donc, l'idée, c'était d'envoyer cet avion sur Mossoul, à l'époque où Mossoul était encore la capitale de l'État islamique, pour détecter les destructions. Donc, en fait, on envoie le drone, il est suivi par cette antenne, le drone revient 1h30 plus tard, avec des milliers d'images, et ces milliers d'images nous permettent de reconstruire, en fait, Mossoul. Et on s'est aperçu, après les bombardements, que finalement, ces documents, c'était les seuls documents à ce degré de définition, à cette définition, qu'on avait de l'ancienne ville de Mossoul avant le bombardement. Parce que donc les Américains, d'ailleurs les Français, les Irakiens, les Kurdes ont bombardé la ville de manière très intensive pour chasser Daesh. Et du coup, on a perdu toutes ces maisons qu'on voit ici. Là, on voit au centre un mausolée, lui, qui a été détruit, par contre, par l'État islamique avant. Mais sur Mossoul, en fait, il y avait finalement assez peu de monuments, quelques monuments symboliques qui avaient été détruits par l'État islamique, mais le reste des destructions qu'on voit ici, parce qu'on est retourné après, donc après la bataille, avec d'autres drones, du coup, pour cartographier la ville après les bombardements, on voit qu'effectivement, tous ces bombardements, toutes ces destructions sont dues, là, cette fois-ci, au bombardement des Alliés. Et là, on voit, par exemple, donc
la mosquée Al-Nouri, hein, dont on a vu le minaret tout à l'heure. Hein, donc ça, c'est l'autre partie, c'est la mosquée, qui a été détruite. Donc là où effectivement al-Baghdadi a fait sa création de l'État islamique, donc a été détruit par l'État islamique juste avant de partir. Et voilà. Donc on a pu dresser une cartographie assez précise des destructions. Et notamment, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plein de quartiers dans lesquels on ne pouvait pas aller, parce que les quartiers étaient encore minés. Parce que les techniques de guerre de l'État islamique, c'est de mettre des mines partout avant leur départ pour créer effectivement des victimes dans les armées qui viennent. Et en fait, on s'est aperçu en scannant la ville qu'il y avait des zones qui n'avaient pas été complètement détruites, en fait. Hein. Mais simplement, on avait du mal à les voir, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas accessibles à cause des mines antipersonnelles. Et c'est ce travail donc qu'on a fait il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui a donné aussi l'idée à l'UNESCO de faire un gros projet pour sauver le centre historique de Mossoul, parce qu'on s'est aperçu qu'il restait encore beaucoup d'éléments, beaucoup de monuments, comme on voit ici, par exemple. Ça, c'est une maison arabe typique, hein. Donc tout un habitat vernaculaire qui pouvait être conservé, restauré dans le futur. Par contre, on avait des zones qui avaient été complètement ravagées, comme là. Donc, en fait, cette zone, elle est sur la rivière, sur le Tigre. Et en fait, donc, c'était la ligne de front. Hein. Donc, c'est là où, effectivement, les dégâts ont été les plus impressionnants. Et c'est vrai que ce sont ces zones qui étaient visibles quand on arrivait à Mossoul, dans la vieille ville. Effectivement, c'est pour ça qu'on avait, en arrivant, une impression de chaos total. Alors qu'effectivement, dans d'autres zones, on avait des quartiers qui étaient conservés. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer rapidement le résultat qu'on peut obtenir. Donc c'est encore ces nuages de points, donc des milliards de points dans l'espace, qui reconstruisent sur des kilomètres carrés tous les monuments. Donc on a peut-être une dizaine de milliers de maisons en fait, qui ont été enregistrées et sur lesquelles maintenant on a des spécialistes, notamment de l'UNESCO, parce que tout ce travail a été fait pour le compte de l'UNESCO, hein, donc ces spécialistes de l'UNESCO qui maintenant font maison par maison une évaluation des dégradations, et ce qui va permettre de construire en fait un petit peu la stratégie future de la restauration de la ville. Donc en fait, ces documents aujourd'hui sont utilisés par beaucoup de monde. Hein. Et voilà, et y compris à l'intérieur. Là, on est à l'intérieur d'une église, donc Notre-Dame de l'Eure, qui est l'église principale de Mossoul, et qui n'a pas été détruite, mais qui a été utilisée par l'État islamique comme tribunal, je crois. Et du coup, ça permet aussi de voir de manière précise les travaux qu'il faudra faire pour réhabiliter l'église, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, les autels ont été détruits, les sculptures ont été détruites, mais pas la structure principale. Donc tout ce travail nous sert aujourd'hui à faire le mapping, le plan général en fait, de Mossoul, hein, et l'étude de ce plan, en fait, un cadastre en étudiant effectivement de manière, ce qu'on appelle un SIG, un système d'information géographique, qui permet aux architectes et aux urbanistes de travailler et de reconstruire finalement le cadastre. Donc ça, c'est le cadastre en fait qu'on a pu recréer à partir de ces données-là. Et justement, un dernier mot pour recroiser avec ce fameux mausolée là, cette fois-ci vu d'en haut, de Nabi Younis, donc la tombe de Jonas. Hein, donc on l'a vu tout à l'heure au sol, donc là on a la vue aérienne. Donc en fait, le mausolée lui-même en fait était ici, hein, donc il n'en reste plus rien. Enfin, l'ancien mausolée, hein, ce qui était autour, effectivement, c'était des constructions un peu plus récentes. Hein. Et donc quand on est allé pour faire les relevés de ce mausolée, on a trouvé un tunnel. Ça, c'est le tunnel qui est sous le mausolée, qui avait été creusé en fait par les soldats, vraisemblablement de l'État islamique. Donc on a suivi ce tunnel et on a commencé à le prendre en 3D aussi, hein, pour faire le plan du tunnel. Et on est tombé sur cette salle, une salle où on a retrouvé un taureau. Alors, un taureau, c'est un lamassou. Donc en fait, c'est un taureau androcéphale sculpté. C'est les types d'ornementation qui étaient sur les portes monumentales des palais assyriens. Donc en fait, le tunnel était rentré dans l'axe d'une porte principale d'un palais assyrien qui était inconnu. Hein. Donc
c'est une forme de découverte archéologique aussi, hein, pour dire que la destruction permet aussi de découvrir des nouvelles choses. Hein. Donc ça a été une découverte assez importante dans le monde de l'archéologie, parce qu'on imaginait bien qu'il y avait des choses sous ce mausolée, parce que c'est un secteur très ancien, mais on ne savait pas quoi. Et là, donc, en fait, vous avez deux taureaux affrontés. Donc, en fait, ça, c'est une vue à 360, mais voilà, il y a un taureau d'un côté et un taureau de l'autre, et on passait entre les taureaux, en fait, pour rentrer dans le palais. Hein, et donc, en fait, on est dans des lieux qui ont une telle sédimentation historique, hein, qu'effectivement, même la destruction nous permet de redécouvrir l'histoire et de retrouver des choses nouvelles. Donc, pour conclure, effectivement, on s'est retrouvé avec... aujourd'hui, on travaille dans beaucoup de pays, dans une trentaine de pays. On a construit une espèce de collection numérique assez importante de sites archéologiques, et notre objectif, c'est vraiment de créer une forme d'encyclopédie numérique, digitale des sites. Et de plus en plus, on s'est mis à travailler avec des musées. Hein. Et effectivement, vous faisiez référence à l'exposition de l'Institut du monde arabe. L'idée, c'est donc ça, c'était une exposition qu'on avait fait avant au Grand Palais à Paris. Et donc l'idée, c'est de tirer parti de ces reproductions numériques très précises de sites pour, via les technologies de projection, de vidéo mapping, pour les ramener dans les musées et faire en sorte que les visiteurs puissent ressentir l'expérience finalement de ces sites, hein, que ce soit à Paris ou ailleurs, parce que ces sites aujourd'hui ne sont plus accessibles. Ça, c'est une première exposition qu'on avait fait à Paris qui s'appelait Sites éternels, où on parlait de la destruction de ces sites, et notamment de Bamiyan. On avait commencé par Bamiyan. Mais l'idée, c'était de faire une projection en 360 tout autour du visiteur et remettre l'architecture à son échelle. Et là, vous avez par exemple les arcades de la mosquée des Omeyyades de Damas, hein, qu'on a pu remettre en fait à l'échelle. Et donc, on avait des objets qui avaient été prêtés par le Louvre, qui avaient été scannés aussi et qui pouvaient être mis en grand, effectivement, sur ces parois. Hein. Et cette exposition était récemment à Rabat, ici, là on voit. Et donc je vous montre juste quelques images de cette exposition qui vient de se terminer à l'Institut du monde arabe, sur lequel on a parlé à la fois de Mossoul, d'Alep, et de deux sites qui sont... ici, c'est l'Eptis Magna en Libye, hein, et c'est l'arc de Septime Sévère de l'Eptis Magna. Donc ça, c'est une documentation qu'on a fait de manière assez récente. Et donc l'idée encore, effectivement, c'est sur des très grands panneaux, plus d'une quinzaine de mètres, en fait. Ça nous permet effectivement de recréer en fait une ambiance, l'ambiance du site. Voilà. C'est la conclusion.